Nicole van den Herk n'avait que 15 ans lorsqu'elle a disparu de la ville d'Eindhoven en 1995. Pendant 15 ans, son affaire est restée en suspens jusqu'à ce que son demi-frère avoue soudainement le meurtre, ce qui a conduit à son arrestation. Mais ce jeune homme n'était pas l'auteur du crime. En réalité, tout cela était une ruse pour faire avancer l'affaire et faire exhumer le corps de Nicole afin d'obtenir de l'acide désoxyribonucléique, ce qui a finalement permis d'identifier le véritable coupable. Nicole van den Herk est née le 4 juillet 1980 à Erkelenz, une ville de l'ouest de l'Allemagne. Peu de temps après sa naissance, sa mère, Angelica, a rencontré et épousé Amodet van der Hoek et le trio a ensuite déménagé aux Pays-Bas où Nicole a adopté le nom de famille de son beau-père. Cependant, rapidement, le mariage d'Angelica et Ad a commencé à se détériorer, menant à un divorce en 1989 et le beau-père de Nicole a obtenu la garde d'elle. Nicole a été vue pour la dernière fois le 6 octobre 1995 alors qu'elle n'avait que 15 ans. À l'époque, elle résidait dans la ville d'Eindhoven aux Pays-Bas avec sa grand-mère, mais semblait toujours avoir une bonne relation avec son père et sa belle-mère qui vivaient également dans la ville. Plus tôt cette année-là, sa mère était décédée par suicide, mais Nicole avait continué à avancer dans la vie malgré son chagrin. Elle avait trouvé un emploi saisonnier dans une boulangerie du centre commercial voisin et passait certains week-ends à y travailler, jonglant entre travail, études et vie sociale. Le 6 octobre, un vendredi, elle devait aller travailler. Partie de chez sa grand-mère à vélo vers le centre commercial, elle n'est jamais arrivée. La police locale a rapidement formé une unité spéciale de 15 agents pour fouiller les environs à la recherche d'indices sur l'adolescente disparue. Cependant, ce n'est qu'à 18h ce même jour qu'ils ont trouvé leur premier indice, lorsque son vélo a été retrouvé dans la rivière Dommel, près d'une station d'épuration. Peu après, une équipe de plongeurs-pompiers a été appelée pour fouiller sous l'eau à la recherche d'indices. Bien que leurs efforts aient été vains, dans les jours qui ont suivi, il n'y a eu aucune piste majeure. La nouvelle équipe de police a commencé le processus d'interrogatoire en examinant attentivement les déplacements de Nicole au cours des dernières semaines. Alors qu'il recueillait des informations auprès de sa famille et de ses amis proches, il cherchait avec persévérance un mobile potentiel dans son passé, mais n'ont finalement rien trouvé d'utile. La police précise qu'aucune preuve de crime n'a été trouvée, mais elle n'exclut pas que l'adolescente ait pu en être victime. Le 9 octobre, 3 jours après qu'elle ait été vue pour la dernière fois, la ville a connu une émeute. La police a commencé à participer aux recherches après que 5 mineurs ont été appréhendés et détenus à la prison du commissariat de police d'Eindhoven, soupçonnés de violences publiques. Il y a eu des spéculations selon lesquelles ces jeunes étaient impliqués dans ce qui était arrivé à Nicole, car ils semaient le chaos parmi les cyclistes et les piétons. Sur le Weissenpad, une piste cyclable traversant une partie de la ville, est la même zone où Nicole a été vue pour la dernière fois. De plus, la police a été alertée car certains adolescents arrêtés connaissaient la jeune fille de 15 ans étant dans le même établissement scolaire. Pour enquêter sur cette piste, la police anti-émeute a formé un peloton de 45 membres pour chercher des indices dans la forêt des Cartes, près de la ville. Derrière la station d'épuration, près du lieu où le vélo de Nicole a été retrouvé. De plus, un avion a été mobilisé pour examiner les plans d'eau depuis les airs à la recherche de tout signe d'elle, tandis que la police ordinaire a commencé à interroger ses camarades de classe. Au cours des jours suivants, la police a reçu 15 nouveaux témoignages et a immédiatement commencé à enquêter sur chacun d'eux. Les agents ont fouillé les égouts de débordement près de la Dommel pour trouver des indices. Il paraît que ces zones ont été fouillées à la suite d'un renseignement donné à son père, Ad van den Herk, et à sa femme Yolanda par un médium qu'ils avaient consulté. Malgré le contact de plusieurs autres médiums, aucune de leurs pistes n'a abouti. 11 jours après la disparition de Nicole, le 17 octobre, la police a effectué une dernière fouille le long de la rivière Dommel, où elle a conclu qu'il était peu probable qu'elle se trouve dans l'eau.
Le lendemain, la police a reçu un tuyau anonyme intrigant qui avait été envoyé par lettre. L'auteur affirmait qu'une voiture suspecte avait été vue près de Vasvanpad le matin de la disparition de Nicole et fournissait un numéro de plaque d'immatriculation. Bien que cela ait semblé prometteur au début, on ne sait pas ce qu'il est advenu de cette piste car elle semble avoir finalement été écartée. Le 19 octobre, le sac à dos de Nicole a été retrouvé sur le bord de la route près du canal d'Eindhoven. À cette période, les enquêteurs se sont rendus en Allemagne pour parler avec les proches de sa mère. Une nouvelle opération de recherche a été lancée le lendemain qui s'est concentrée sur le côté sud du canal. Elle impliquait des chiens spécialisés dans la détection de restes humains sur l'eau, ainsi que des agents qui fouillaient à pied. Malgré les indices récents, l'enquête continuait d'avancer à un rythme d'escargot. Les autorités ont d'abord noté que peu de nouveaux indices avaient émergé après la récupération du sac de l'adolescent. Après le 24 octobre, un reportage télévisé sur son histoire a provoqué un afflux lorsque les témoins ont été appelés à se manifester. La police s'est dite satisfaite des résultats de l'émission, notant qu'environ la moitié des 80 nouveaux indices reçus semblaient valoir la peine d'être examinés. Mais lors de la première semaine de novembre, l'affaire a radicalement changé de direction, quand les enquêteurs ont envisagé que la jeune fille de 15 ans n'était pas victime d'un agresseur, mais avait fugué de chez elle. Ces soupçons sont apparus en raison du manque de preuves qu'un crime avait été commis, et les autorités ont procédé à de nouveaux interrogatoires de plusieurs personnes de son entourage. Ils ont ensuite suggéré que Nicole se trouvait en Allemagne, à la suite d'un renseignement reçu fin octobre, dans lequel un homme affirmait avoir vu une jeune fille correspondant à sa description. Le 6 octobre, le jour où elle a disparu dans une station-service à Venlo, une ville des Pays-Bas située près de la frontière allemande. Notamment, le père de Nicole n'était pas d'accord avec cette nouvelle théorie de la police, tandis que sa grand-mère allemande partageait la conviction qu'ils étaient sur la bonne voie. Elle affirme être heureuse là où elle est volontairement. Mais tout a changé le 22 novembre quand les pires craintes de sa famille ont été confirmées. Le corps d'une adolescente a été découvert par un randonneur entre les villages de Lierop et Mierlo, aux Pays-Bas, et les restes ont été identifiés comme étant ceux de Nicole. Son autopsie a révélé qu'elle avait subi de nombreuses blessures de violentes, dont 2 fractures de la mâchoire et des blessures à la tête et aux doigts. Elle avait été violée et est morte d'une blessure mortelle par arme blanche aux côtes. Les funérailles de Nicole ont eu lieu le 28 novembre 1995 et environ 1000 personnes ont assisté à la cérémonie. En janvier 1996, l'effectif de l'équipe d'enquête a été considérablement réduit, ne laissant que 4 personnes pour continuer à examiner les nouvelles pistes et les informations des civils. Le mois suivant, l'affaire a de nouveau attiré l'attention des médias lorsqu'il a été découvert qu'une adolescente d'Eindhoven avait été arrêtée par la police à Miami, en Floride, pour trafic de drogue. Lors de son entretien, elle a déclaré connaître le meurtrier de Nicole et avoir été contrainte à la contrebande par un gang de trafiquants d'Eindhoven liés à sa mort. Bien que le père de Nicole ait déclaré qu'il connaissait la jeune fille et qu'il croyait à son histoire. La police, en revanche, n'était pas aussi sûre et a déclaré ouvertement à la fin du mois de mars qu'elle n'avait trouvé aucune preuve pour corroborer son témoignage et que sa version des faits ne semblait pas cohérente. L'affaire a pris un nouveau tournant surprenant le 22 mai lorsque le demi-frère de Nicole, Andy Vandenhoek, a été arrêté, soupçonné d'être impliqué dans le meurtre de sa demi-sœur. Il a été détenu et interrogé pendant 5 jours, mais a finalement été relâché faute de preuves contre lui et il a ensuite été écarté comme suspect. Les enquêteurs ont alors tourné leur attention vers le père des demi-frères et sœurs, Adit, qui a été arrêté le 7 juin. Comme son fils, il a été détenu pendant 6 jours avant d'être relâché et écarté de l'enquête dans les années qui ont suivi sa libération. Atsedide a déclaré qu'au début, bien que les accusations lui soient restées collées, il voulait en tirer le meilleur, affirmant aux journalistes que c'était devenu une frénésie médiatique. À l'époque, je pensais seulement être plus célèbre que le néerlandais moyen. J'allais m'en servir pour informer que le lit de mon enfant n'avait pas été utilisé. Peut-être que quelqu'un la reconnaîtrait dans la rue. Cependant, dans une interview en 2005, AD a critiqué la police et ses faibles compétences d'enquête pour le fait que le meurtre de Nicole n'était toujours pas résolu. Il a aussi exprimé son amertume face aux accusations portées contre lui et sa famille. Il a déclaré au journal Eindhoven Daily « C'est entièrement de leur faute si cela n'a pas été résolu. Ils ont fait appel à un comptable pour chercher des indices. Je suis allé dans les bois la nuit avec une lampe de poche et j'ai donné beaucoup d'informations. La police ne s'est intéressée qu'à moi et ma famille.
Ainsi, l'auteur a pu simplement rire et effacer toutes les traces. Andy, le demi-frère de Nicole, n'est pas aussi offensé par les accusations de la police. Il se souvient être tombé dans une mauvaise bande, avoir beaucoup bu et avoir refusé de coopérer avec les enquêteurs à l'époque où sa sœur a disparu. Donc, il n'était pas vraiment surprenant que les autorités se méfient de lui. Il avait 21 ans lorsqu'il a été arrêté en 1996. Des années plus tard, il a redressé sa vie et, en 2005, il vivait et travaillait en Angleterre. Son père avait déménagé à Benidorm en Espagne, après la perte de sa carrière musicale florissante et la rupture de sa relation avec Yolanda. Après tout ce qui s'est passé lorsque Nicole a disparu, pendant 15 ans, l'affaire de Nicole est restée en suspens. Elle n'a été réexaminée qu'une seule fois, brièvement, en 2004, par une équipe spécialisée dans les affaires non résolues qui n'a trouvé aucune nouvelle piste d'enquête. Le 8 mars 2011, son demi-frère Andy a publié sur Facebook avoir commis le meurtre. Il comptait se rendre à la police à Stevenage, en Angleterre, où il vivait. Plusieurs semaines plus tard, le 30 mars, bien après avoir été arrêté par la police anglaise, il a été extradé vers les Pays-Bas, où il a été longuement interrogé par les enquêteurs. La seule preuve trouvée contre Andy était la publication sur Facebook. Il n'y avait aucune preuve matérielle ni même circonstancielle le liant à l'affaire et après 5 jours, il a été relâché. Après sa libération, Andy a rétracté ses aveux, affirmant qu'il avait cédé sous pression, dans une tentative désespérée de relancer l'attention sur son affaire, espérant que la pression publique et médiatique ferait avancer l'enquête. Il a déclaré aux médias « Je voulais qu'on l'exhume pour prélever son acide désoxyribonucléique. Je me suis un peu piégé moi-même et cela aurait pu très mal tourner pour qu'on l'exhume. J'ai dû prendre des mesures, je suis allé voir la police et j'ai dit « c'est moi qui l'ai fait, c'est ma sœur, absolument, elle me manque chaque jour ». Le plan d'Andy a réussi car en septembre, les autorités ont exhumé le corps de Nicole pour vérifier la présence de l'acide désoxyribonucléique de son meurtrier. Le 13 septembre, les enquêteurs ont annoncé qu'ils avaient extrait de l'acide désoxyribonucléique qui appartenait probablement au meurtrier de l'adolescente. Suite à cette nouvelle, son père a volontairement fourni un échantillon d'acide désoxyribonucléique. Pour comparaison, les restes de Nicole ont été réinhumés le 16 novembre. Les preuves acides désoxyribonucléiques trouvées sur Nicole ont montré 2 profils, celui de son petit ami et un autre d'un homme inconnu. L'équipe des affaires non résolues a choisi de réexaminer des crimes similaires survenus à la même période. En septembre 2000, une jeune femme de Walkenswade, à 8 km d'Eindhoven, a été arrachée de son vélo et agressée sexuellement sous la menace d'un couteau. L'homme qui avait commis ce crime a été condamné en 2001. Le détective principal a proposé de comparer l'acide désoxyribonucléique, inconnu, à celui du coupable de l'affaire des années 2000 pour vérifier une éventuelle correspondance. Le 14 janvier 2014, un homme de 46 ans a été arrêté après que son acide désoxyribonucléique ait correspondu à la fois au matériel biologique et aux cheveux non identifiés retrouvés sur le corps de Nicole. En vertu d'un code de confidentialité néerlandais, l'homme n'a été identifié que par le pseudonyme Jos de J. Et il avait déjà été condamné 3 fois pour viol et avait été condamné à 3 ans de détention préventive et à un traitement obligatoire pour au moins l'une de ces infractions. Cette preuve, acide désoxyribonucléique, était la pièce maîtresse de l'accusation lors de l'inculpation de DEG. Ses avocats ont souligné que le corps de Nicole était resté dehors, exposé aux éléments pendant 7 semaines avant d'être retrouvé. Cela impliquait un risque élevé de dégradation et de contamination. La préservation des preuves acides désoxyribonucléiques dans les années 1990 était primitive et l'analyse en 2000 dit moins avancée qu'aujourd'hui. Pourtant, les experts en acide désoxyribonucléique qui ont été sollicités pour examiner les preuves ont convenu que 2 profils distincts étaient visibles, bien que certains pics ne correspondaient pas de façon concluante, ce qui a conduit à des allégations selon lesquelles l'acide désoxyribonucléique d'une 3e personne était présent. Des experts ont indiqué qu'il s'agissait d'une dégradation de l'acide désoxyribonucléique. La Cour suprême néerlandaise rejettera plus tard l'idée de la présence d'un acide désoxyribonucléique tiers, la jugeant hautement improbable. Sur la base de l'enquête de la police et des recherches médico-légales, il a été conclu que, indépendamment de ce débat, l'acide désoxyribonucléique de Dej était présent sur le corps. Ces condamnations antérieures faisèrent de lui un suspect idéal pour le meurtre de Nicole. La défense a néanmoins évoqué une tierce personne et suggéré que Nicole aurait pu avoir des relations sexuelles consenties avec DeG avant sa mort.
Cela a conduit les procureurs à retirer l'accusation de meurtre contre DG, le poursuivant plutôt pour viol et homicide involontaire. DG a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais rencontré Nicole et qu'il n'avait eu aucun contact avec elle au moment de sa disparition. Face à la preuve acide désoxyribonucléique, il a reconnu avoir peut-être eu des rapports consentis avec elle avant sa disparition. Son procès a débuté en novembre 2015 mais a été suspendu 2 semaines. Peu après, un témoin a affirmé que Degg avait avoué le meurtre de Nicole. Un article du LA Times disait « Il m'a fixé froidement et a dit avoir tué une fille ». Le premier témoin a affirmé au journal que Deji avait eu des rapports sexuels avec la fille, qui s'était moqué de la taille de son pénis. Il l'a tuée pour cette raison. La défense de Deji a affirmé que ce témoin voulait seulement toucher la récompense promise pour la condamnation du meurtrier. Le procès a continué à traîner en longueur et en 2016, l'acide désoxyribonucléique a de nouveau été réexaminé par des experts médico-légaux. En avril de cette année-là, le tribunal a appris qu'il était 228 millions de fois plus probable que l'acide désoxyribonucléique de Deji soit l'un des échantillons retrouvés sur le corps de Nicole. Ce n'est qu'en octobre 2016 que le procès s'est enfin terminé. L'accusation a requis 14 ans de prison contre Deji. Ils ont précisé qu'ils ne pensaient pas que lui et Nicole aient eu des relations sexuelles consenties, car elle était déjà en couple et avait un emploi du temps trop chargé pour d'autres relations. Le 21 novembre, Deji a été reconnu coupable du viol de Nicole mais acquitté d'homicide involontaire. En raison de la conviction qu'une tierce personne aurait pu être impliquée à cause des preuves, acide désoxyribonucléique, Deji a été condamné à 5 ans de prison. Il aurait reçu une peine plus courte parce qu'il avait été jugé légalement fou et qu'il séjournait dans un hôpital psychiatrique au moment de son arrestation pour le meurtre de Nicole. Malgré ce verdict décevant, le ministère public a rapidement fait appel de l'acquittement pour homicide involontaire. Le procès en appel a commencé le 28 août 2018 et en octobre, l'acquittement a été annulé. Joss Degg a été condamné à 12 ans de prison pour le viol et l'homicide involontaire de Nicole. La peine a été confirmée par la Cour suprême en 2020 et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.